Bonjour à tous. Donc on reprend le cours sur la mécanique des milieux continus, qui est une suite des quatre précédentes vidéos qui sont des introductions à l'algèbre tensorielle, qui m'a permis de décrire certains outils qui seront utiles pour ce cours. Donc cette vidéo est inspirée du cours de Samuel Forest à l'école des mines de Paris et le cours de Jean Salençon à l'école polytechnique. Donc la mécanique des milieux continus. Donc forcément, il faut, euh, il faudra détailler le concept de milieu continu. Alors c'est assez étrange puisque on parle de milieu continu, sauf que la matière est intrinsèquement discrète. Ok? Donc puisqu'elle est constituée de molécules, d'atomes, donc en fait la condition de passage de l'échelle discrète à l'échelle continue, c'est principalement des conditions statistiques, euh, ce qui nous permet donc d'utiliser des fonctions continues pour notre théorie, ce qui est forcément plus sympathique. Et donc, même c'est pas seulement la matière n'est pas discrète aussi. En effet, certes, elle est discrète à l'échelle des atomes et des molécules, mais elle est aussi euh, hétérogène à une échelle plus grande. Et donc, pour utiliser la notion de continu, elle implique aussi la notion d'homogénéité. Sauf que, comme vous pouvez le voir ici, la matière, lorsqu'on zoome au microscope, est très hétérogène. Et donc, on fait face à deux cas, principalement en mécanique, à deux cas d'hétérogénéité. Le premier cas, donc c'est les cas des structures cristallines, qui sont qui concerne principalement les aciers, certaines céramiques aussi, et qui sont constituées de mailles. Donc là, on a un exemple de mailles. Ces mailles, un ensemble de mailles constitue un monocristal, et donc euh, l'ordre de taille du monocristal varie de 1 micromètre à 1 millimètre, donc ça dépend. Et donc entre ces mailles-là existent des joints qu'on appelle des joints de grains. Pardon, pas ces mailles, mais plutôt ces grains existent des joints. Et c'est ces joints qui sont responsables de la transmission de l'effort d'un grain à l'autre. En tout cas, c'est par là que passe la transmission des contraintes et des efforts. Et puis, la taille des grains peut aussi avoir une influence sur les propriétés mécaniques, notamment il est connu que pour des petits grains, on obtient une grande résistance à l'usure. Donc c'est important de jouer sur, de connaître ce paramètre-là. Et puis, euh, un ensemble de grains ou un ensemble de cristaux qui sont donc un ensemble de mailles permet de constituer un polycristal, et à une échelle suffisamment grande, on en parlera plus tard, on peut considérer le matériau comme étant homogène, même si en réalité il ne l'est pas. Puis on a un deuxième type de structure qu'on appelle les structures cellulaires, qui sont souvent les structures qu'on trouve dans les mousses et les gels, qui ont la caractéristique d'être très légers et souples, euh, puisque comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cavités.
Et donc, ils sont aussi très utilisés en aéronautique. Donc, par exemple, pour le polyuréthane, on a des cellules qui ont une taille de 35 micromètres. Donc, 35 micromètres pour polyuréthane. Donc, comment est-ce que la théorie de la mécanique des milieux continus est apparue? C'est Pierre-Simon Laplace en tout cas, de ce que j'ai lu, qui a lancé le coup en quelque sorte, en essayant d'expliquer, de faire un passage, donc d'expliquer les phénomènes macroscopiques par des phénomènes microscopiques. Et donc, cela signifie que pour avoir les grandeurs à l'échelle macro, telles que les efforts, les puissances, il passait principalement par des phénomènes, les efforts micro, c'est-à-dire les interactions entre, entre les particules, donc les molécules. Ok? Et donc, euh, Claude Navier et, euh, et Auguste Louis Cauchy ont aussi travaillé sur cette théorie qu'on appelait, donc on va faire une flèche ici pour dire qu'ils ont travaillé dessus aussi. Et cette théorie-là, donc expliquer le macro par le micro, on appelait ça l'hypothèse moléculaire. Euh, il y a une œuvre d'ailleurs qui a été rédigée par Timoshenko dans laquelle il détaille cette partie-là de l'histoire, si vous êtes intéressé. Euh, et du côté, donc là c'est pour les Français, du côté anglais, George Green a construit une théorie qui est purement phénoménologique du mouvement des solides élastiques, donc qui est très différent de ce que Laplace, Navier et Cauchy proposent. Donc, pardon. Donc la théorie qui était proposée par les Français à l'époque était une théorie avec une grande qui était qui avait plus de sens physique puisqu'elle partait de l'interaction des molécules, alors que la théorie de Cauchy, de George Green est beaucoup plus phénoménologique, qui soucie très peu de la microstructure. Et donc entre ces deux théories, euh, donc qui était la gagnante? C'était bien sûr la théorie de George Green, puisque c'était une théorie qui était beaucoup plus pragmatique et, euh, et l'approche moléculaire avait on va dire une impasse majeure qui était celle de on va dire la quantité de calcul qui est exigée pour passer de l'échelle micro à macro, pour passer de l'échelle moléculaire à l'échelle des structures. Et donc, il y a un petit calcul qui a été fait par Samuel Forrest pour montrer un peu le, les ordres de grandeur. Donc, en dynamique moléculaire, euh, la quantité on va dire, la puissance de calcul qui peut être faite aujourd'hui en utilisant des machines massivement parallèles est de 10 à la puissance 9 atomes en même temps. Donc ça, c'est la capacité actuelle. Sachant que
Le volume atomique d'une structure cubique à face centrée, euh, volume atome CFC est égal à 0,01 nanomètre cube. On peut donc trouver la taille ou le volume du polycristal auquel on peut appliquer ce calcul-là, qui correspond à 10 puissance 9 atomes. Et donc, ça nous fait pour 10 à puissance 9 atomes la taille d'un monocristal de 215 nanomètres. Et donc, on est très petit au 1 micromètre qui correspond à la taille minimum d'un grain dans un métal. Et donc, on est encore très loin de l'échelle du milieu continu. Et donc, les capacités de calcul actuelles ne permettent toujours pas de vérifier l'hypothèse moléculaire. Ce qui est différent pour le cas de l'hypothèse de George Green ou de la théorie de George Green qui est plus phénoménologique et qu'on va aborder maintenant. Donc d'abord, nous devons définir ce qu'est le volume élémentaire, ou plutôt appelé D de V. Donc ce volume-là doit être très supérieur à petit d, qui correspond à la taille des grains, donc la taille des hétérogénéités. Donc si on prend un petit volume d de v ici, et qu'on zoome dessus, hop, on fait un petit coup de microscope, donc on verra qu'on aura plusieurs grains que je dessine comme ceci. Et donc on aura une taille moyenne, on va dire, qui sera égale à petit d. Donc notre volume élémentaire doit être, d de v doit être supérieur à petit d, qui est la taille des hétérogénéités. Ok. Quant à... il faut aussi que le volume élémentaire soit très petit à une grandeur L, qui correspond à une grandeur caractéristique de la structure. Dans ce cas-là, on peut prendre soit cette hauteur-là, ou cette longueur, ou cette longueur-là. Donc là, on va prendre cette longueur petit L, qui est, on va dire, une dimension caractéristique de la structure. Ok. Très bien. Donc maintenant, nous allons aborder une question qui se pose dans le cas de la mécanique des milieux continus et qui est le problème de, de fermeture. Alors dans le cas de la mécanique des solides, euh, si on liste les équations que l'on a en mécanique des solides, on a donc euh, trois équations scalaires et qui sont issues du bilan des forces. Et on a trois équations scalaires qui sont issues du moment cinétique. Ok. Et donc après, donc on a six équations au total. Et pour les variables qu'on a, donc on a des variables, on a les rotations, donc trois rotations. Là bien sûr on parle pour le cas général de 3D.
et on a aussi 3 translations. Donc là, on a 6 variables et on a 6 équations. Donc on a un problème fermé. Donc on peut toujours définir les variables. Or, ce n'est pas le cas euh, pour nous parce que on a même si on connaît les équations, on va dire chaque parcelle ou chaque volume élémentaire se déforme on n'a pas la déformation dans ce cas-là, donc on n'a pas les mêmes, on a beaucoup plus de degrés de liberté. Et ces degrés de liberté-là ou cette déformation dépend d'un facteur qui n'intervient pas ici, c'est le matériau. Ok? Et donc c'est pour ça que on a besoin d'autres équations qui nous permettent de. Donc on a déjà trois équations qui sont issues de plus de trois équations d'ailleurs, mais qui sont issues de la conservation de la masse, des forces et de l'énergie. Et donc en plus de ça, on a besoin de lois de comportement pour pouvoir valider notre modèle. Pas pour pouvoir valider notre modèle, mais plutôt pour estimer les déformations de notre corps. Donc là, nous allons passer aussi la cinématique en définissant une grandeur importante qui est la transformation. Donc, la transformation permet de passer donc on a un corps qui est dans un repère XY. Donc ce point-là a la coordonnée X bar. Après déformation, ou mouvement, ou déformation plus mouvement, ce corps-là aura donc une nouvelle forme. Et le même point qui avait la position X bar aura à l'instant T une position petit x bar. Donc cette transformation, on l'appelle la fonction phi, telle que petit x égale à phi grand X T. Et donc phi doit être continu, différenciable par rapport à x et t. Ok. Euh, et donc, il se peut que qu'on ait des problèmes, par exemple, dans le cas de la mécanique de la rupture, dans lesquels où on a donc un corps avec une fissure, donc on a des discontinuités à ce niveau-là. Donc là, ça peut poser problème au niveau des conditions de différenciabilité. Mais il y a aussi une condition importante, c'est qu'il faut que phi soit bijectif. Et ça a beaucoup de sens puisque à chaque position du corps, à l'instant T, on peut associer qu'une position à l'instant zéro. Ok. Donc,
en question de certaines règles en termes de terminologie, ces variables-là sont appelées les variables de l'air, et cette variable-là est appelée variable de Lagrange. Donc, on distingue entre deux types d'études, deux perspectives. Une perspective lagrangienne qui évalue le, la transformation suivant l'instant initial, et la variable de l'air qui évalue plutôt le champ de transformation à l'instant t, et qui est, celle-là en tout cas est beaucoup plus utilisée en mécanique des fluides. Le gradient de la transformation, c'est tout simplement le tenseur d'ordre 2 qui est défini par f, donc qui est noté f, et qui est la dérivée de ρ phi i suivant ρ xj. Et donc, ce qui nous permet d'écrire, puisqu'on sait que x égale à phi x t, donc on peut écrire que ρ phi donc d de x sera égal à la somme des d de x, donc ça sera égal à la somme des ρ phi sur ρ xj dxj. Et donc, d'un point de vue matriciel, on peut noter cette matrice, la matrice F, ou le tenseur d'ordre de F, fois le vecteur dx, tel que F correspond à... Donc oui, c'est déjà noté ici. Ok. Donc, il faut savoir aussi que, on va le démontrer, que le déterminant de ce gradient de transformation est toujours positif. Donc, on sait que pour t égale à 0, f de x pour t égale à 0 est égal à l'identité pour t égale à 0, puisque pour à l'instant t égale à 0, grand X égale à petit x, donc voilà, ce sera l'identité. Et donc par conséquent, det de f, ça sera égal à 1. Donc, il existe t tel que, quel que soit u, donc par continuité en fait de la fonction phi, donc ça c'est une condition importante, det de f avec x et puis pour t égale à u, tel que cette quantité-là est positive. Donc c'est par quantité, je ne me rappelle plus très bien du nom du théorème, mais si pour la valeur t égale à 0,
donc la fonction passe par 1, c'est qu'elle a cette forme-là, donc forcément il existera un point U pour lequel le point pour lequel la fonction d de f est non nulle. Bon, c'est à peu près ça l'idée. C'est pas très rigoureux, c'est assez intuitif, mais je pense que vous voyez l'idée. Et donc, euh, on pourra supposer que si, au cas où d de f est égal à 0, euh, c'est que cela signifie que en fait, d de f égale à 0, donc f n'est pas inversible. Donc, en fait, il existe en termes de matrice, on dit que le ker de f est non nul. Donc, il existe en fait une direction suivant laquelle, si on applique une transformation, euh, cette dimension-là va disparaître. Donc, il existe une fibre qui disparaît quand on applique la transformation f. Or, ça, c'est pas possible, puisque ça n'a pas de sens physique. Donc, quel que soit t, d de f est différent de 0. Et comme on sait que d de f est positif, on conclut que quel que soit t, d de f est strictement positif. Ok. Là, on va passer à un autre théorème qui permet de distinguer les déformations pures et les rotations pures, qu'on appelle le théorème de décomposition polaire. Donc on va le démontrer. Donc il dit que pour tout tenseur f inversible, il existe deux tenseurs symétriques définis positifs, U et V, qu'on appelle les tenseurs de déformation pure, et un unique tenseur orthogonal R qui est le tenseur de rotation. Et si d de f est supérieur à 0, donc R est une rotation pure. Ouais. Sinon, ça correspond à autre chose. Bon, j'ai oublié le terme exact, mais c'était expliqué dans le cours d'algèbre tensorielle. Le 3, si je me rappelle bien. J'ai oublié le terme. Ok, pour la démonstration, d'abord on définit le C qui est égal à F transposé fois F. On vérifie facilement que, donc ça vous pouvez le faire tout seul, que C est symétrique et défini positif. Ça, c'est... Donc cette matrice est définie positive parce qu'elle vérifie les conditions d'une matrice définie positive. Il suffit de multiplier par un vecteur x transposé de x et x. Puis on voit que c'est positif, c'est strictement positif. Donc on est bon. C'est strictement positif car la matrice est inversible. Donc on est bon. Et donc on applique un théorème qui est le théorème spectral et qui nous permet de dire que C est diagonalisable et que toutes les valeurs propres de C sont positives. Bon, c'est pas très rigoureux mathématiquement, mais voilà. Je l'ai écrit comme ça, mais spectre de C n'est pas un réel, donc il s'écrit pas comme ça, mais c'est un ensemble de réels qui sont tous positifs. Et donc on peut construire une, une, une fonction U telle que C est égale à U au carré. En fait, puisque les valeurs les valeurs propres de C sont positives, on peut écrire C
donc le diagonaliser sous cette forme. Puisque les valeurs propres sont positives, on les écrit sous forme de carré. Lambda 1, lambda 2 au carré, lambda 3 au carré. 0, 0, 0, 0, 0, 0. P. Et puis, cette matrice-là aura cette forme. U sera égal à P-1, lambda 1, 0, lambda 2, 0, 0, lambda 3, 0, 0. P. OK. Donc, grâce à cette matrice qu'on appellera la matrice de déformation, on peut aussi construire une autre matrice ou tenseur d'ordre 2 qui sera la matrice de rotation. R qui sera égale à la fonction de transfert fois l'inverse de la déformation. Et donc, grâce à ça, on a pu définir F qui est égal au produit de R et de U. Et puis, maintenant, il faudra montrer que R est une rotation pure. Donc, on calcule le produit R fois R de t, qui est égal à F U-1 point F U-1 de taux, et qui est égal à F U-1 fois U- taux fois F taux. Et donc, on aura aussi F égale à U moins 2, puisque en fait U est aussi symétrique, fois F de taux. Et donc ça fait C-1 F de taux. Et donc là, lorsqu'on remplace avec l'expression de C qui est F de taux fois F taux fois F, ou l'inverse de F, pardon, pourquoi je dis taux, l'inverse de F fois F, ça nous laisse F fois F moins 1 fois F moins taux fois F taux. Et donc, égal à identité, et par conséquent, R est orthogonal. D'où ce qui nous permet de dire que F égale à R fois U. Et donc, on peut aussi réagencer les choses en écrivant R, U, et en ajoutant ici un inverse de R fois R, en ajoutant des parenthèses. Donc là, on définit l'autre matrice de déformation pure qui, elle, est définie sur la configuration actuelle. Et donc, qui aussi intervient dans la définition de la fonction de transfert. Donc ces deux matrices sont les matrices de déformation pure et la matrice R et la matrice de rotation pure. Matrice ou tenseur d'ordre 2. Car il y a une bijection entre les deux, toujours une bijection entre l'ensemble des matrices et l'ensemble des tenseurs d'ordre 2. Donc là, on va passer à
exemples de transformation homogène en MMC. Le premier, bah, c'est le mouvement de corrigite, où on n'a pas vraiment de déformation. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir un corrigite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déformation, donc la distance, la distance entre deux points actuels, donc dx, deux points qui sont très très proches, la distance entre ces deux points qu'on pourra noter dx, est égale à la distance, donc la configuration pardon, initiale, la distance entre deux points dans la configuration initiale est égale à la configuration entre deux points, à la distance entre deux points dans la configuration actuelle, ce qui nous permet de, ce qui s'écrit de cette manière. Et on a aussi dx égale à f, voilà ça. Et donc, euh, et donc ça nous permet de, si on multiplie du coup dx par dx taux, non plutôt, pardon, ouais, si on inverse en fait cette équation, on, on transpose d'un côté et de l'autre, ça nous laisse ça, fois f de taux. Puis si on fait le produit de 1 et de 2, ça va nous faire ceci. Et donc, comme on sait que dx est égal à des grands x est égal à des petits x, donc là, ça nous donne aussi euh, d grand x taux fois d de x, c'est égal à d grand x taux fois f taux fois grand f fois d de x. Ok. Et donc, ça, en fait, lorsqu'on fait varier quel que soit d de x, on en conclut que f de taux fois grand F est égal à identité. Et forcément, en se basant sur la slide précédente sur la décomposition polaire, on en conclut que F s'écrit de cette manière. Ouais, que F c'est une transformation en fait. F s'écrit est une rotation Q, et donc forcément le vecteur petit x qui est la position actuelle sera égal à la rotation Q fois grand X plus une translation uniforme, un vecteur de déplacement uniforme, donc une translation. Donc ça c'est le cas vraiment où on n'a même pas besoin de faire de MMC pour le traiter. Maintenant on va passer à un cas un peu plus compliqué qui est le cas de l'extension simple, où on a un corps qui, qui, qui a cette forme par exemple, et qu'on va tendre d'un côté, qui sera soumis à par exemple une traction. Donc là, on a L, et là, il se déforme avec une longueur lambda L, ici. En termes d'équation, c'est-à-dire que x1, qui est le déplacement actuel, la position actuelle sera égale à lambda plus 1 grand x1, x2 ne va pas changer, x3 non plus. Et donc ça fait que f, suivant la formule de dérivée, de transformation, tout ça,
ça sera égal à 1 plus lambda 0, 0, 0, 1, 0 et 1, 0, 0. OK. Et donc on calcule C. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas fait dans cette partie-là, mais ce C est un tenseur qui a un nom qui est assez connu, c'est le tenseur de Cauchy-Green. À ne pas oublier. Donc on calcule le tenseur de Cauchy-Green. Il sera donc, suivant la formule que l'on a vue, donc f de tau fois f. Donc ça sera égal à 1 plus lambda au carré, 1, 1, 0, 0, 0, 0, hop, hop. Par conséquent, les vecteurs propres de C sont 1 plus lambda au carré et 1. Et donc, en se basant sur ce qu'on a vu précédemment, le spectre de U, le tenseur de déformation, ça sera 1 plus lambda et 1. Et donc, si on veut faire la décomposition polaire, on constate que il n'y aura pas de rotation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans la transformation. Donc on aura l'identité ici. Et le tenseur de déformation, et ben, ça sera 1 plus lambda 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Cool. Maintenant, on passe au deuxième exemple, qui est un peu plus corsé, et qui est le glissement simple. Donc, je ne vais pas définir la géométrie de la déformation, c'est quelque chose qu'on verra à la fin de nos calculs. Nos calculs qui ont pour but de définir la matrice de rotation ainsi que la matrice de déformation. Donc on commence par la fonction de transfert, x1, ça sera égal à grand X1 plus lambda x2, et x2, ça sera égal à grand x2, et petit x3, ça sera égal à grand x3. Lorsqu'on calcule la matrice de transformation en objet, on a 1 lambda 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. On calcule notre tenseur de Cauchy-Green. Donc là, voilà, on va faire l'application directement. 1, 0, 0. Ouais, donc ça c'est là. Donc on commence par l'inverse. Pas l'inverse, le transposé. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0.